On rentre dans le dur sur la partie On va 12.2. commencer par des chiffres. On va commencer à vous faire mal à la tête. Bon, bien évidemment, les chiffres que je vais vous présenter font pas partie du caout, donc aucun problème. Donc, c'est pas à retenir, vous en faites pas. Donc, on va rentrer un peu dans le dur au niveau des chiffres. Donc, les chiffres qui ont été tirés de notre data protection, notre rapport sur la data protection 2024. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2022, il y a eu 76% des organisations et des entreprises qui ont été touchées par un ransomware, par une attaque ransomware, par une cybermenace, et que ce chiffre-là a évolué à 85%, donc a augmenté jusqu'à 85% en 2023. Et parmi ces entreprises, un tiers de ces entreprises, en fait, ont été touchées plus d'une fois. Et parmi ces attaques, 45% de la production a été touchée par un ransomware. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les cybercriminels, les attaquants, en fait, se focusent de plus en plus sur la sauvegarde. Tout simplement, c'est pour se garantir d'avoir la rançon, d'avoir cette rançon à la fin. Donc, ils vont être beaucoup plus intelligents et beaucoup plus focus sur la sauvegarde. Euh, Donc là, 45% donc, sur la totalité de la production, et donc ce qui veut dire que 50%, plus de 50% n'ont pas pu restaurer leur sauvegarde, donc ont dû payer la rançon pour pouvoir euh, avoir cette possibilité de restaurer. Vas-y Baptiste. J'adore cette slide. Donc là, on va rentrer un peu à savoir comment comprendre un peu la cyberattaque, comment elle est faite. Même moi, au départ, je savais pas comment c'était foutu. Et là, pour le coup, ça m'a permis en fait d'apprendre un peu plus sur la cyberattaque. Donc, tu peux défiler entièrement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différentes périodes. Donc, la première période, c'est la période d'observation, dans lequel en fait l'attaquant, le cybercriminel, va cartographier les vulnérabilités techniques et puis il va surtout identifier les personnes qui sont hyper importantes dans la société. Et donc, le deuxième point, c'est qu'il va rentrer furtivement et il va s'armer. Donc, comment il va s'armer? Il va créer de lui-même un outil ou alors il va l'acheter pour pouvoir exploiter les failles de vulnérabilité qu'on a vues auparavant dans la période d'observation. Et donc, pour accéder à la victime, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement, vous le savez déjà, c'est envoyer des emails de phishing. Troisième point, c'est qu'il va créer une base d'opération. Donc, il va créer une tactique pour s'introduire. Et une fois que c'est créé, donc le pirate ou le cybercriminel va pouvoir utiliser son arme et mettre un premier pied dans le système d'information. Et une fois qu'il s'est introduit, ce qu'il va faire en fait, c'est qu'il va directement se propager dans le système d'information. Il va s'assurer d'avoir une emprise la plus complète possible sur le système et il va gagner des droits, il va faire en sorte de devenir administrateur du système d'information. Et donc, le prochain point, c'est, comme j'ai dit juste sur les slides des chiffres, en fait, il va s'attaquer dans un premier temps sur la sauvegarde. Il va faire en sorte que les personnes qui sont attaquées ne puissent pas restaurer pour se garantir d'avoir sa rançon. Donc, il va déployer des moyens pour rester connecté le plus longtemps possible et le plus silencieux possible dans le système d'information. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va modifier les routines, il va supprimer les documentations du système d'information de sécurité et il va réduire et refuser les capacités de restauration, donc en s'attaquant directement sur les points de sauvegarde. Donc, on dit toujours que le backup, c'est le dernier SI le dernier rempart. Et effectivement, là, pour lui, c'est le dernier point enfin le premier point dans lequel il faut qu'il s'attaque. Et donc après, la rançon est déclarée. Et donc le cybercriminel va commencer à procéder au vol, à la fraude et au chiffrement des données de l'entreprise ou de l'organisation. Et donc après, comment on fait donc là tu peux passer la slide, Baptiste.
comment on va se prémunir de ces attaques ransomware? Avec quel outil on va pouvoir détecter ces cybermenaces? Donc, on a différentes possibilités. Donc, on va parler de la malware detection, les syslog intégration, donc au travers des syslog serveurs, la possibilité d'utiliser notre fameux plugin ServiceNow, ou alors possibilité d'utiliser le Vim Incident API. Vas-y, Baptiste, tu peux Yes. continuer. Donc là, on va faire un deep dive sur la partie sécurité. Ça va être la partie ransomware et bon, on l'avait déjà fait un peu sans rentrer trop dans le détail. Là, on va vraiment se focus sur trois grands piliers. Le premier, c'est la data security. Le deuxième, c'est une fois qu'on a découvert la brèche, comment on fait pour en être informé. Et là, Lolo vous parlera de la partie syslog, etc. Comment on fait pour être informé qu'une brèche a été découverte par un outil ou un autre. Bah, surtout Vim, hein, j'ai envie de vous dire, parce que je fais pas les autres outils. Et ensuite, on verra comment on peut, avec Vim, se faciliter la partie restauration également. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Par contre, bon, restons précis sur ce sujet-là. Me demandez pas des sizing de VBO, merci, parce que je l'ai déjà eu la dernière fois. Donc, comment ça marche l'inline malware? Au moment où on sauvegarde les datas, on va récupérer le proxy va aller, au moment où il stocke les données, il va aller faire tout un système d'IA et de machine learning pour aller analyser les blocs au moment de la sauvegarde. Donc, c'est directement le inline malware detection. Il va prendre des blocs, il va mettre des scorecards sur les blocs, et ensuite il va, faire en mesure des sauvegardes et des incréments, changer cette scorecard, et si cette scorecard est trop éloignée de celle d'avant, ça va générer un possible ransomware dessus. Comment ça s'active? Vous allez dans la 12 points en haut à gauche, dans le petit burger, dans le petit menu, malware detection, enable inline, et là vous réglez la sensibilité. Par défaut, elle est sur normal. Qu'est-ce que c'est? Donc le moteur, il tourne sur le proxy, d'accord? Donc ça va détecter des données encryptées. Ça va les noter comme suspicious si jamais il trouve quelque chose de positif. Attention, ça nécessite de lancer une full complète. Je crois que j'ai un écho, Lolo, par contre, quand je parle. Non, Non, moi je m'entends en tout cas. c'est vrai? Ouais. Bizarre. Euh, donc ça va lancer une full forcément au moment où je lance la sauvegarde. Euh, c'est peut-être toi. Non, c'est pas toi, Franck. Le... Tu me laisses finir ma phrase. Arrêtez d'écrire des bêtises. Au moment où on fait des sauvegardes complètes, au moment où on active le ransomware inline, ça fait des sauvegardes complètes, d'accord? Donc on va à une lecture complète de l'infrastructure. Donc ce qu'on vous recommande, c'est qu'au moment où vous faites l'activation de cette feature-là, d'exclure l'intégralité des machines et potentiellement de les inclure petit à petit ou de les désexclure petit à petit, juste pour éviter de se prendre un read complet de toute l'infrastructure et d'avoir une mauvaise surprise avec des sauvegardes qui peuvent prendre du temps. C'est qu'un read, hein, ça va pas prendre plus de place sur le repository, mais ça va juste lire un maximum de données. Donc ça veut dire aussi que le CPU il va bosser un peu plus sur le proxy. On était aux dernières nouvelles entre 25 et 30% de CPU load sur le proxy dû à cette inline scan. Oui, Boris, toujours, on partage toujours les scans. Oh là là, les PowerPoint. Ça va être long cet après-midi, je vous le dis, moi. C'est bon, t'as toujours l'écho ou pas, Baptiste? Non, je l'ai pas du coup. Tu l'as pas? Ouais, je pense que le C'était micro. Franck. Je C'était crois que Franck? c'était Franck. Ouais, bien sûr, c'est Franck alors. Sur de la faute de Franck, j'ai remarqué. Ouais, donc ça va garder les. Donc il y a une autre façon de détecter la partie. Il y a une autre façon de détecter aussi la ransomware, et là c'est plus la partie inline, mais c'est plus la partie collect de guest file. Et on va le voir juste après. Mais tout ça, de toute façon, tous les métadatas qu'on garde sont dans le catalogue, et ça permet de faire des comparaisons entre l'ancien et le nouveau. Donc ça, c'est l'exclusion dont je vous parlais tout à l'heure, d'accord? Pour éviter d'avoir un overload et d'avoir de la lecture complète sur toute l'infrastructure, c'est d'aller dans Global Exclusion, d'exclure tout votre infrastructure de malware exclusion, et comme ça après vous pouvez juste petit à petit les réactiver ou les DD, les désexclure, et vous pourrez facilement revenir comme ça avec une lecture complète de toute l'infrastructure.
Il y a Rémi qui a trouvé le chat, donc vous pouvez tous le féliciter. Il a commencé son message par Bonjour, j'ai enfin trouvé le chat. Yeah Rémi! Dans les systèmes requirements pour l'inline, c'est du VM aujourd'hui, donc c'est encore un peu limité, c'est la première version de cette inline, blablabla. Vous savez très bien, ça commence toujours par un petit périmètre et ça évolue, mais c'est que du vSphere, d'Hyper-V et du vCloud Director, du Windows et du Linux, et uniquement sur du backup. Voilà, bon, c'est déjà pas mal. Aussi des agents Windows uniquement, quand ils sont managés par le serveur VPR, et que sur du NTFS XT4, pardon. Voilà, bon, vous avez les requirements. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un peu le basique. Ensuite, une autre façon, donc ça c'est la deuxième façon dont je vous parlais, c'est le ingest. Donc vous avez bien compris, inline, c'est directement le proxy qui bosse. Ingest, c'est directement dans la machine. Donc quand vous activez la case, dont vous sauvegardez les machines, vous activez le guest indexing. Vous pouvez lui demander également de faire donc du ingest index détection. Et là, ça va aller chercher des fichiers, des extensions chelous. Ça va aller chercher des modifications de masse d'extensions de fichiers. Et vous pouvez rajouter vous-même des noms, des extensions, des choses comme ça. C'est mis à jour régulièrement. Si votre VBR il est connecté à Internet, c'est mis à jour, la base de définition est mise à jour automatiquement. Et si jamais votre VBR n'est pas connecté à Internet, ce sera mis à jour uniquement au moment des patchs que vous installerez. Et des questions, Baptiste. Yes, vas-y, si tu veux répondre. Tu veux que je les fasse les questions Ouais, vas-y, Alors, vas-y. vu que c'est le proxy, c'est toujours hyperviseur confondu ESX, AHV, Hyper-V, Proxmox. Pourquoi Proxmox il n'y a pas encore. Il n'y a même pas Proxmox aujourd'hui, et donc non, c'est uniquement le proxy, le inline, comme on vient de le voir, c'est Hyper-V et VMware uniquement, et agent Windows. Voilà, il n'y a pas encore HV, il n'y a pas de Proxmox, on ne sait même pas comment ça va marcher Proxmox. Vas-y, continue, je Ok, vais répondre. ok, il y a Rémi qui nous dit merci pour le boulot qu'on fait. Voilà, n'hésitez pas à tous nous dire merci, ça me fait toujours plaisir. On est 162 connectés aujourd'hui, je pense que c'est le plus haut top résultat qu'on ait fait pour l'instant. Donc restez bien jusqu'à la fin pour profiter du quiz. Est-ce que l'analyse se fait à chaque incrémental? Oui, l'analyse se fait à chaque incrémental sur le inline. Quel niveau de data platform pour faire ça? C'est alors en data platform, vous êtes marrant, moi je connais rien à la data platform. Advanced et Premium pour la partie Ouais, data inline. platform. Ouais, c'est vrai. Data platform, du coup, c'est achat-revente, hein. Et donc c'est les Oui. partenaires qui revendent à des clients et les clients qui ont leur propre licence. Oui, c'est à partir d'Advance et de Premium. Pour les service providers, c'est à partir de l'Enterprise Plus. Charles qui nous demande si 30% de CPU en plus, mais pas de temps de backup en plus, si le CPU absorbe. J'ai envie de te dire que oui. Du coup, si ton CPU il a la charge, il est dispo pour faire 30% de boulot en plus dans le même intervalle de temps, il n'y a pas de problème. Il y a Franck qui me dit merci. Oh là là, vous dites tous merci maintenant. C'est bien gentil. Non, Yara, c'est pas Advanced et Foundation, c'est Advanced et Premium. Foundation, c'est c'est la base. Pour répondre à Maxime. Ouais. Moi, je réponds pas à ces questions-là parce que je connais pas la réponse. Laurent, tu vas perdre les Marseillais avec ton tweet. C'est vrai que tu cherches la merde, Laurent. Et je l'ai pas fait exprès en plus, j'ai vraiment pas fait exprès, j'avais oublié. Il était au Parc des Princes il y a quelques jours, mais il a oublié, vous inquiétez pas. Non, j'étais au stade Vélodrome. Ok, donc là vous avez compris, maintenant après le inline, il y a le ingest, et donc là ça scanne, et comment ça fonctionne? Eh ben, vous pouvez exclure des trucs, et vous pouvez importer vos propres fichiers XML, mais c'est surtout qu'au moment où vous activez ici la partie enable guest file et enable pardon, file system activity, d'accord? Et c'est encore mieux d'avoir l'application Over Processing pour de meilleures performances. En gros, vous avez accès dans la machine, vous récupérez, Vim, il va générer un fichier XML qui correspond à tout le tri, à tous les arborescences de ce qu'il y a dans la machine. Et ensuite, il va pouvoir l'envoyer à son service d'anti-malware et analyser s'il trouve justement les différents fichiers dont on a parlé, les points Ocococo, les points Angel, les points tous les trucs de ransomware connus.
Donc ça, c'est la deuxième façon. Je suis désolé, j'avance. Les requirements, tout pareil, vSphere, Hyper-V, agent manager, et par contre, il n'y a pas de limite sur le file system. Donc, si vous avez bien compris, sur la partie méthode de détection, c'est soit, comme on vient de le voir, signature base, donc c'est du guest indexing et on récupère des malwares, des runname, des deletes, des choses comme ça, soit du file entropy analysis, donc de l'inline détection au niveau des blocs, et là on va pouvoir trouver des onion links, des fichiers encryptés, des ransomware notes, et ça va nous permettre de noter ça comme suspicieux. On verra après la partie restore point, rule based, etc. dans la partie restauration. Une fois que vous avez que ça a trigger ces alarmes, il y a plein de façons de trigger ces alarmes de possible ransomware alert. Et à ce moment-là, c'est le moment de savoir comment on est informé de tous ces éléments. Je vais répondre aux questions dans le chat et je vais donner la main à Lolo pour qu'il nous présente la façon dont on est informé de ces différents éléments. Donc là, c'est toi qui continues à présenter, c'est ça? Enfin, Non, c'est à toi, c'est toi. défiler. Tu peux cliquer. Ah bah oui, c'est vrai que je peux cliquer, c'est vrai. J'ai oublié. Avec la 12.1, là j'ai répondu à Emmanuel, effectivement, c'est à partir de la 12.1. Donc à partir de la 12.1, on peut intégrer, s'appuyer sur un syslog serveur externe. En fait, l'idée, c'est que le VBR, la Vim Data Platform, va envoyer les logs et les écritures d'événements directement dans syslog pour que ensuite la personne derrière le SIEM puisse faire le tri et également tout de suite réagir immédiatement sur l'incident et de pouvoir ensuite directement réduire en fait la surface d'attaque. Donc là, l'idée ici, c'est de pouvoir en fait d'avoir une visibilité globale sur votre Vim Data Platform et d'avoir le transfert, c'est un moyen pratique en fait d'envoyer les logs au travers de Vim, pouvoir mouliner en fait toutes les logs et de s'apercevoir si vous êtes infecté ou pas. Tu peux défiler si tu veux. Donc là, si très rapidement avec Baptiste, on a mis un tableau de comparaison donc entre l'EDR et le XDR. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'EDR, c'est vraiment uniquement le endpoint. Le XDR, c'est multiplateforme. Donc, ça va être du réseau, toute la partie serveur, toute la partie cloud environnement, et puis la partie endpoint qui est intégrée également. Et donc après, comment ça collecte les données? Donc pour la partie EDR, c'est une utilisation simple d'un agent sur chaque terminal, alors que sur le XDR, ça va être une collection de données à partir de plusieurs produits et de plusieurs technologies de sécurité. Ensuite, sur la partie EDR, sur comment on va détecter le ransomware, enfin l'attaque. Donc ça va être du traditionnel, d'accord? Et ensuite, sur la partie XDR, on va s'appuyer sur tout ce qui est machine learning et tout ce qui est intelligence artificielle. En termes de complexité, vous avez compris que l'EDR, c'est beaucoup plus simple, donc en termes de fonctionnalité. Donc ça va être beaucoup plus simple d'installer, contrairement à XDR qui est beaucoup plus complexe à monitorer, mais également à installer. En termes de coût, bah pareil, le DR est beaucoup moins cher que XDR et XDR beaucoup plus cher que le DR. En termes de rapidité de réponse, donc ce qui va réagir plus rapidement, ça va être l'XDR parce que il est en capacité de collecter et d'analyser les données provenant de multiples sources, comme je vous l'ai dit juste avant. Alors que le DR va s'appuyer uniquement sur un agent et va apprendre uniquement d'une seule façon. Donc voilà les différences entre l'EDR et l'XDR et l'antivirus que vous connaissez déjà. Sur la partie Sophos, donc c'est une intégration, donc il va y avoir une question dessus, donc je le précise. Ah ouais, Donc, Sophos, le mec est trop gentil, il vous prévient. non mais je préviens parce que Franck m'a demandé de le prévenir, donc je préviens. Non, là pour le coup, effectivement, Sophos, vous avez dû voir sur notre site internet, on a un fort partenariat et une forte intégration avec Sophos, ce qui va nous permettre en fait de permettre à l'utilisateur Vim d'intégrer sa plateforme, sa plateforme directement avec son syslog serveur
que Sophos, l'outil Sophos viendra analyser les logs et vous prévenir ensuite. Donc tout ça, c'est fait au travers du protocole syslog. Et donc, encore une fois, j'accentue sur l'intégration, une meilleure lecture des logs, parce que tout a été développé entre Vim et Sophos. Vas-y, si tu veux faire, tu peux. Alors là, on a un exemple de différentes alertes que peut envoyer le VBR au syslog server, à savoir si vous avez dilaté le backup repository. Il y a encore une chose à voir aussi sur le backup repository, c'est qu'on a des actions supplémentaires permettant en fait de vous alerter et de ne pas permettre cette suppression de ce backup repository, mais on verra après. Donc là, voilà les différentes alertes que vous pouvez voir. Si vous avez mis, si le cybercriminel a désactivé le MFA, s'il a marqué le ransomware comme clean, il y a pas mal de choses qui permettent en fait au SIEM, au syslog de s'apercevoir si vous avez été attaqué ou pas. Yes. Donc la force de cette intégration, c'est qu'ils ont déjà fait tout le travail de cataloguer tous les events. Et donc si vous avez déjà du Sophos, et que vous avez leur EDR, XDR, MDR, vous avez directement tout qui est catalogué et vous pouvez facilement, ça peut facilement dialoguer entre un VBR et tout ce bordel. Pour en revenir sur Sophos, donc il faut savoir que c'est déjà envoyé sur la plateforme XDR. Donc comme je vous l'ai dit, il fait une corrélation entre toutes les données extérieures, donc à savoir mail, toutes les données qui peuvent exister. Donc il fait une corrélation de toutes ces données. Ça va mouliner dans un premier temps sur la plateforme XDR et ensuite on viendra s'interfacer avec la partie MDR qui lui va pouvoir, comme l'a dit Baptiste, savoir ce qui a été supprimé, ce qui ne va pas sur la data platform en fonction des alertes qui ont été envoyées et en fonction de ce qui a été déjà prédéfini dans Sophos. Alors, pareil, sur Passler PRTG, ce sont des slides qu'on va vous envoyer. On l'a intégré dans toute notre présentation, mais on va le parcourir très rapidement. Donc, ce qui veut dire donc forte intégration avec Sophos, possibilité de s'intégrer avec du PRTG, donc toujours sur la même chose, sauf que là, c'est vous-même qui allez définir les alertes et de vous-même à l'intérieur de PRTG, votre dashboard et tout ce que vous voulez suivre. Alors que sur Sophos, tout a été prédéfini. Je ne sais pas comment on fait pour passer les slides. Si, Okay, mais c'est moi, comme j'ai pas ma souris au bon endroit. Ah d'accord, ok, parfait. Syslog Splunk, pareil, toujours de la même manière que PRTG. Donc on va construire ici notre propre dashboard, les alarmes et puis les reports. Donc tout ça, c'est de manière manuelle. Rien n'a été intégré, donc, mais vous avez toujours cette possibilité d'envoyer les logs et les écritures, les événements directement dans Cisco. Voilà, de toute façon, ça va être à peu près la même chose pour tous. Je pense que c'était ce qu'on s'est pareil dit. On vous les a tous mis, parce que de toute façon, on va vous envoyer les slides après. Mais que vous comprenez bien qu'aujourd'hui, on discute avec des syslogs. Il y a des syslogs qui ont déjà intégré nos event logs et nos erreurs et qui sont capables correctement de les remonter, et d'autres qui sont pas encore à jour, ou qui vont le faire, ou que c'est de la communauté, ou j'en sais rien. Et du coup, ça viendra plus tard, ou alors c'est à vous de le faire et de le personnaliser. Mais vous pouvez déjà, via l'intégration syslog, avoir tous les éléments, vous avez vu l'inline, le guest, le truc, le machin, tous les problèmes que vous pouvez rencontrer en infrastructure, remonter directement dans votre système de suivi des logs. Pareil, donc si on passe après, bon voilà, vous savez qu'on va pouvoir discuter avec Microsoft Azure Sentinel, toujours de la même manière. Voilà, donc là, ce sont des slides qui vont vous être envoyés après le webinar. Donc sachez que vous savez, si vous avez des produits, il me semble avoir vu dans les questions que est-ce qu'il y avait que Sophos? Non, on a d'autres produits sur lesquels on va pouvoir envoyer les logs. Malheureusement, il y a un développement des actions manuelles côté utilisateur SIEM.
Voilà, ça continue, un Palo Alto, CrowdStrike, Ouais. voilà, toutes ces plateformes de log qui sont capables d'interagir. Nous, protocole standard, hein, c'est du CAMIP, donc pas du tout, c'est du syslog. Oh là là, c'est du syslog. Donc à partir du moment où il y a du Prototype. syslog, ça va fonctionner, quoi. Tout à fait. Rapid7, ok, parfait. Et là, pareil, donc là, grâce au plugin ServiceNow, donc l'utilisateur va pouvoir intégrer son VBR, sa Vim Data Platform directement dans ServiceNow pour tout simplement avoir une visu globale sur ses backup jobs, sur l'ensemble de sa plateforme Vim Data Platform. Il va pouvoir avoir également, grâce à ce plugin, pour l'instant, ce plugin ne fonctionne. Alors, je vais passer à la slide suivante, surtout. Ce plugin s'interface, enfin, s'actionne déjà dans un premier temps avec l'environnement VMware seulement. Donc, ce qui va nous amener la possibilité d'avoir une visibilité globale sur les backups jobs, la possibilité de créer automatiquement, donc au travers de ServiceNow, si jamais il y a un backup job fail, de créer directement un ticket dans ServiceNow et de vous alerter et d'envoyer directement, parce que ServiceNow aussi discute avec Vim1, de vous alerter sur ce ticket, sur une potentielle attaque ou ce genre de choses. Un dashboard complet sur le backup, d'accord, qui est intégré directement dans ServiceNow. Et donc, vous savez, au travers de ServiceNow, vous avez la possibilité de provisionner des VM. Et donc, comme vous pouvez provisionner des VM, vous avez la possibilité de vous appuyer sur des backup jobs déjà existants pour créer des templates de backup jobs et les attribuer directement aux VM provisionnés et d'attribuer directement ce backup job template à cette nouvelle VM. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une forte intégration avec Sophos et ServiceNow. Ce sont des Ouais. choses qui discutent beaucoup plus facilement. ServiceNow uniquement pour VMware. Si vous voyez ce que je veux dire, wink wink, clin d'œil. On avance, on est déjà en retard, Lolo, de ouf. C'est vrai, Ouais. d'accord. Incident API. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on a toujours besoin d'un second avis pour, comment dire, grâce à cette API, de savoir si on a été attaqué ou non. Donc, c'est ce qui va nous faciliter en fait d'utiliser les outils XDR, EDR, mais pas que. Il me semble qu'il y a MDR, NDR aussi, PTDR ça n'existe pas, donc pas la peine de le mettre dans la liste. Donc, ce qui va nous permettre en fait d'informer en temps réel le serveur de backup, donc grâce à cet incident d'API, de pouvoir alerter le Vim Backup sur une potentielle attaque. Et donc de marquer les points de restauration suspects ou infectés, ou alors déclencher directement un backup tout de suite après. Je peux Exactement. passer à la suite. Vous avez bien compris, hein, votre DR, s'il détecte un truc avec votre endpoint ou n'importe quoi, il va discuter avec le serveur Vim, lui dire, c'est cette machine, elle est infectée. Il va la marquer comme infectée et il va lancer un quick backup. C'est Est-ce que ça. ça fonctionne sur le NAS? Non, ça fonctionne que sur les VM pour l'instant. Ouais, tu peux défiler. Donc pareil, on se base sur des signatures existantes, sur la partie Yara Scan dont Baptiste parlera après. On a déjà parlé. Donc tout ça, c'est rentré dans une boîte, soit Postgre, Flow1 ou Cisco, parce on travaille avec eux pour l'instant. Donc on a déjà eu des tests de fait. Donc on va pouvoir rentrer toutes ces signatures-là, toute la partie scan directement dans la partie Data Analytics Services qui va directement alerter le Vim Backup Server. Et donc, vous voyez sur la droite, dans la partie Malware Detection, donc un nouvel onglet, enfin un nouvel espace, où vous aurez le backup qui a été infecté ou suspicieux. Donc après, vous allez pouvoir réagir, donc soit le marquer directement en clean si vous voyez qu'il n'y a rien, ou alors passer un scan backup dessus, ou la partie Yara. Et vous pouvez le faire à la main, hein. C'est-à-dire, vous avez vu en request API, il faut donner un FQDN, une IP, vous donnez des informations comme ça, et directement, ça peut la marquer comme infectée, et donc vous pouvez déjà vous-même l'automatiser avec vos outils, hein, si jamais il n'y a pas d'intégration forte. Bon, Donc là, deux exemples.
qui détermine en fait si c'est une attaque externe ou pas. Donc là, c'est surligné en externe. Et donc dans la partie event, vous avez tout ce qui s'est passé, donc si vous avez été infecté ou pas. Donc vous avez carrément un peu plus de visibilité sur votre attaque, sur les points de restauration suspicieux ou infectés. Ouais, ça c'est notre outil externe, hein, qui au moment où il a marqué cet objet comme étant, cette VM ou ce point comme étant affecté, il a donné tout le détail et ça vous permet facilement de le retrouver. Bon, je passe, c'est la même chose sur tous les, hein, c'est la même chose un Ouais, peu donc pour toutes là, les c'est interactions. c'est exactement la même chose. Donc en fait, c'est la partie Flow-on ou la partie Cisco viendra avertir directement le Vim Backup Server et marquer tous les points. Dès lors où ça vous avertit, ça va marquer tous les points suspicieux ou infectés et directement vous serez alerté dans la console Vim. Voilà, Flowmon, ils ont un Python script, hein, tout simplement, qui connecte au VBR. Donc c'est juste que cette interaction avec les API se fait vers un script Python qui est fourni par l'autre vendor. La même chose avec Cisco. Et sauf que là, c'est une community driven Python, mais c'est pareil, hein, au niveau du Cisco SecureX orchestration, c'est community driven, un Python script qui va faire tout ce taf là. Vous aurez tous les slides après, hein, je suis désolé, j'avance. Et donc ça, c'était la partie discussion. Ok, donc ça c'était la partie, on a vu data security, inline, ingest, tout ça, on a plein de problèmes. Comment on fait pour savoir qu'on a un problème. Ensuite, comment on fait pour en être averti. Donc là, il y a toute l'interaction syslog et toute l'interaction avec les différents outils, les ELK disponibles. Et maintenant, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On va essayer de restaurer rapidement. Donc, il y a plusieurs façons de restaurer. Data recovery, c'est un des derniers piliers. C'est même pas le dernier, on est à la bourre de ouf. On avait tellement de slides, Lolo. Donc, Essayez de passer rapidement, de toute façon, ça va être envoyé, donc mm. vas-y, hein. Donc là, vous avez scan backup. Vous avez trouvé quelque chose qui était potentiellement vérolé, quelque chose qui a quel est un problème, vous allez pouvoir passer un scan. Scan backup, vous l'avez, ça s'affiche là, et vous pouvez chercher le dernier point propre. Et au moment où vous passez votre dernier point propre, vous pouvez choisir un engine, un logiciel de scan qui va être soit antivirus, soit Yara. L'antivirus, on verra après, mais c'est des antivirus du marché, on a Linux, tout ça. Et Yara, c'est ce qui est nouveau, c'est des règles que vous pouvez trouver sur Internet, et vous les retrouvez d'ailleurs. Je sais que ChatGPT peut faire des règles Yara très très facilement, comme un grand. Donc voilà, c'est des règles Yara, je vous laisserai regarder, il y a plein d'informations sur les blogs, mais ça vous permet facilement de retrouver, il va monter l'archive, il va directement la monter, et ça va lui permettre de tester des backups les uns après les autres jusqu'à trouver une version du backup qui ne soit pas corrompue, dans lequel il n'y a pas le ransomware que vous cherchez. Donc ça peut être des ransomware, ça peut être des cartes de crédit, ça peut être des failles, ça peut être plein de choses. Vous verrez, les règles Yara, c'est assez complet. Et donc ça vous permet, vous, a posteriori, une fois que vous avez pris le ransomware dans la gueule et que ça avait été communiqué avec votre syslog, de lancer ce scan de backup pour essayer de trouver le plus rapidement possible un point de restauration sain et propre. Donc au moment où vous lancez vos scans Yara et vous fait fail, à partir du moment où il arrive à trouver que il match l'antivirus, enfin il match le virus ou le ransomware, et donc il va continuer comme ça, les uns après les autres. Ça, c'est dans le cadre où vous êtes en réactif, et ça va vous aider à restaurer le plus rapidement possible. Dans le cadre où vous êtes juste en rythme de croisière, vous pouvez configurer ce qu'on appelle maintenant le Sure Backup Lite. Alors c'est son petit nom, hein. En vrai c'est Backup Verification and Content Scan Only, au lieu de faire un full recovery. Mais là voilà, le small comme ça, la version Lite, ça vous permet tout simplement d'aller configurer des machines avec X machines en même temps, maximum 10 random dans le job, et d'aller justement spécifier ces règles Yara et ces règles antivirus de façon quotidienne, toutes les semaines, tous les mois, quand vous voulez, pour au moins tester qu'il n'y ait pas d'extraction de données, qu'il n'y ait pas de faille, qu'il n'y ait pas de ransomware, qu'il n'y ait pas de trucs qui traînent dans vos sauvegardes. Si vous voulez plus d'informations, il y a un blog post, je vous ai fait le QR code là, je vous ai mis en dessous, et qui détaille les 4 aspects qu'on vient de regarder tous ensemble, inline, ingest, Yara Scan, et j'ai oublié c'était quoi le dernier. Voilà pour cette partie-là. Scan antivirus, vous aurez les slides, c'est pour le plaisir. Donc c'est les antivirus qu'on gère du marché aujourd'hui. C'est nativement géré dans le produit. SentinelOne, McAfee, Bitdefender, Windows, bla bla bla. Laurent, si tu veux finir avec la session, la partie Secure et Compliance. Ouais, vas-y. Donc, tu peux passer, hein. Donc là, pour passer rapidement, vous connaissez déjà, donc c'est apparu en 12, donc la partie Best Practice Analyzer.
Pardon. Oui, Si, la c'est Best ça, c'est ça. Practice Analyzer, ça fait partie en fait du scoring le scoring card que vous voyez en bas. Donc, ce qu'il faut avoir, c'est lorsque vous ouvrez en fait la nouvelle plateforme 12.1, vous avez une partie analytics, mais il faut avoir Vim1 déjà d'installer pour pouvoir avoir ce dashboard. En fait, ce dashboard en fait va vous permettre d'avoir un scoring de sécurité qui est corrélé en fait avec la partie Best Practice Analyzer et sur la sécurité compliance. Donc à savoir si vous avez activé l'immuabilité, le MFA, si vous avez un mot de passe fort, si vous avez désactivé pas mal de choses autour de Windows. Vas-y, tu peux. On attend que vous j'attends toujours les photos des gens qui ont 100%, hein. On a dit la dernière fois, Oui, le c'est premier qui vrai. aurait 100%, on trouverait quelque chose. J'ai pas eu une capture d'écran, j'ai pas eu un gars qui avait 100% de bons résultats. J'en parlais tout à l'heure, la fameuse alerte qu'on envoie au syslog, hein, au SIEM. Donc la partie delete backup, delete repository et rajouter un utilisateur avec des privilèges. Donc j'en parlais tout à l'heure sur le delete repository. Donc je disais qu'il y avait un autre élément important à rajouter, à cocher, c'était le for eyes authorization. Le for eyes authorization, c'est l'équivalent de 2 clés pour ouvrir une porte. Donc il faut une approbation d'un second admin pour pouvoir diletter, faire ces actions-là, delete backup, delete repository, et rajouter un utilisateur avec des privilèges. Donc ça, vous pouvez le rajouter directement dans la partie sécurité et autorisation d'un utilisateur pour pouvoir avoir cette approbation. Donc je vous l'encourage fortement. Ça fait partie des steps de la partie compliance, la partie best practice analyzer. Ça a été rajouté récemment. Voilà. Ouais, c'est très important de le mettre en place et en plus, si jamais il y a des trucs comme ça qui se passent, alerte SIEM et compagnie. Mm. J'en parlais tout à l'heure, donc Vim1 d'installer pour pouvoir bénéficier en fait de ce super beau dashboard qui va vous avoir dans un premier temps le scoring card, donc le security score qui s'appuie sur le best practice analyzer, mais également la partie malware detection, donc possibilité d'avoir multiples VBR sur différents sites, donc vous allez avoir une map monde avec les différents points infectés des backups. La partie RTO, RPO surtout, les anomalies de RPO, et vous allez voir ce qui va, ce qui ne va pas, et pouvoir régler le problème en amont. La partie KMS, donc au départ, on avait une rotation clé directement dans VBR. Là, aujourd'hui, on met la possibilité donc, de discuter au travers du protocole KMIP avec un KMS serveur pour la rotation clé. Donc pareil, là, toujours dans la partie user, credential, password. Donc vous avez une partie KMS qui a été rajoutée. Donc là, ici, vous pouvez configurer directement le serveur KMS pour qu'il puisse discuter avec le Vim Backup réplication et de faire la rotation de clé et ce genre de choses. Et là, strongly recommended, pour la partie lost password, il faut absolument avoir un enterprise manager si jamais vous avez le password de perdu ou ce genre de choses. Yes. La partie KMS, donc trois produits, enfin trois acteurs du marché avec qui on discute bien et on a une forte intégration. Thales, Fortanix et IBM Security, c'est le même principe. La clé est sur le KMS serveur et discute toujours sur le protocole KMIP et les échanges de clés se font directement avec le KMS serveur, le VBR.